Donc, je vais commencer la présentation du coup sur le chien paralysé. Donc c'est pas Alice, c'est du coup je suis Yann Navarre, je suis résident en neurologie au CHV des Cordeliers. Donc le chien paralysé, ça va être un motif d'appel qui va être assez courant, un motif de consultation qui va être vraiment courant en urgence. Et le but c'est de vous guider un petit peu à travers l'examen clinique et l'examen neurologique sur ces animaux du coup qu'on appelle paralysés, de vous présenter les différentes hypothèses diagnostiques que vous allez pouvoir avoir sur ces animaux-là. Ensuite, les examens complémentaires que vous allez pouvoir proposer aux propriétaires en urgence et également la gestion sur l'hospitalisation que vous allez pouvoir proposer euh, en fonction des différents cas. Donc, pour les animaux paralysés, qui va être très souvent le motif de consultation, on va dire qu'il y a deux possibilités. Soit effectivement, on a vraiment un animal qui a des troubles neurologiques, donc qui est parétique ou plégique. La parésie, de manière générale, c'est une difficulté à initier la marche ou à supporter son poids, qui est secondaire à une atteinte des unités motrices. Donc, ça va être soit les neurones moteurs, qui peuvent être centraux ou périphériques, ou une atteinte de la jonction neuromusculaire ou des muscles. La deuxième possibilité, c'est que ce soit simplement un animal non ambulatoire euh, et qui n'arrive pas à se déplacer, pas forcément pour une cause neurologique. Il y a plein de très bonnes raisons de ne pas pouvoir se déplacer, notamment des états de choc, des choses comme ça. Lorsque l'animal arrive, vous allez commencer, comme pour toute consultation, à prendre les commémoratifs. Donc, ce qui va être important à prendre, assez classique, hein, mais le signalement de l'animal, l'espèce, la race, l'âge, le mode d'apparition des signes et le mode d'évolution des signes, savoir si c'est quelque chose qui arrive de manière suraiguë et qui va plutôt en s'améliorant, ou quelque chose de chronique qui évolue depuis 3 mois et qui se dégrade progressivement, la présence ou non de douleur, et également la présence d'autres signes systémiques, la fièvre, l'abattement, de la dysorexie, qui pourraient vous indiquer, par exemple, une origine justement pas forcément neurologique. Attention, et ça va être vraiment très important à retenir, c'est pas parce qu'un animal n'est pas capable de se déplacer qu'il a un trouble neurologique et potentiellement une myélopathie. Encore une fois, il y a vraiment énormément de très bonnes raisons pour un animal de ne pas vouloir se déplacer ou de ne pas pouvoir se déplacer qui ne sont pas des causes neurologiques. Au niveau de l'examen clinique, vous allez commencer forcément par un examen général parce que ça vous permet d'une part d'évaluer les constantes vitales de l'animal, notamment dans le cadre d'un traumatisme. Un animal qui s'est fait percuter par une voiture, il faut vérifier avant tout de savoir s'il il n'est pas en état de choc, de savoir s'il n'y a pas toutes ces choses-là, avant de s'intéresser à l'origine du problème neurologique sur pourquoi il ne peut pas se déplacer. Et également, ça vous permet d'écarter des maladies débilitantes qui peuvent être à l'origine d'une paralysie. Notamment, par exemple, chez le chat, on peut avoir une thromboembolie aortique qui fait qu'un animal n'est pas capable de se déplacer. Un état de choc sur un vieux chien qui a une tumeur à la rate qui se met à saigner, un hémo-abdomen. Pareil, il va pas vouloir se déplacer ou pas pouvoir se déplacer parce qu'il est trop faible pour le faire. Des animaux qui ont extrêmement mal, pareil, ne vont pas vouloir se déplacer. Et chez les chats, on peut aussi avoir des fois des hyperthermies assez marquées qu'entraînent, pareil, un animal qui n'est pas capable de se déplacer. Ensuite, l'étape d'après, c'est, encore une fois, avant de faire l'examen neurologique, de faire un examen orthopédique pour aussi écarter une cause orthopédique qui peut expliquer un état non ambulatoire. Notamment, sur la polyarthrite, on va avoir des animaux qui ont trop mal pour se déplacer et qui ne veulent pas se déplacer. On peut avoir aussi des animaux avec des fractures multiples. En général, vous avez le contexte qui vous aide à suspecter les fractures multiples. On peut avoir également des ruptures bilatérales des ligaments croisés qui entraînent une démarche assez particulière, comme vous pouvez le voir à la vidéo, et qui peuvent mimer une atteinte fémorale bilatérale avec un animal du coup, qui a du mal à étendre un peu ses gracets et qui ne veut pas étendre ses gracets. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un examen orthopédique quand même assez complet pour écarter ces choses-là. Et après, effectivement, d'autres causes comme les crises d'arthrose sur un vieux chien qui a fait une balade de 10 km la veille, qui avait déjà de l'arthrose, il peut être extrêmement douloureux et ne pas vouloir se déplacer à cause de ça. Et enfin, on en vient à l'examen neurologique en question. L'examen neurologique, il va servir à deux choses. D'une part, quand même confirmer qu'on a bien une affection neurologique, et d'autre part, à neurolocaliser la lésion pour ensuite pouvoir proposer les examens complémentaires les plus pertinents. L'examen neurologique, il va se composer de deux parties. Première partie, ça va être l'examen à distance qui va évaluer la vigilance, le comportement, la démarche et la posture et la présence de mouvements anormaux ou l'absence de mouvements sur certains membres. Et l'examen rapproché, il va évaluer 5 choses, les réactions posturales, les réflexes spinaux ainsi que le tonus. On va pouvoir évaluer du coup avec la palpation du rachis et des membres la présence d'une douleur ou la présence par exemple d'une amyotrophie. L'examen des nerfs crâniens qui en général sur un animal paralysé va être un peu moins nécessaire mais qui est important à faire quand même, on va dire, pour être complet sur l'examen neurologique. Et la nociception qu'on ne fait pas forcément à chaque fois, je vais vous préciser après dans quel cadre on l'a fait.
C'est très important de mettre l'animal par terre pour évaluer la démarche, pour évaluer la posture. Très souvent, les propriétaires vont vous amener des animaux en disant qu'ils ne sont pas capables de marcher, qu'ils ne sont pas ambulatoires. Il y a beaucoup de cas où l'animal finalement est tout à fait capable de se déplacer quand vous le mettez par terre. C'est le cas des petits chihuahuas qui sont dans les bras. Il faut vraiment essayer de les mettre par terre. Et ça, c'est vraiment la chose primordiale de l'examen neurologique. Ça vous permet d'observer la démarche, vraiment d'observer énormément de choses. Donc, faites toujours l'effort de mettre l'animal par terre, même si c'est un gros chien qui est sur un brancard. Même si c'est un petit chien où les propriétaires ne veulent pas forcément le mettre par terre, il faut vraiment insister pour le faire. Au niveau de la neurolocalisation, sur les animaux qui ne sont pas ambulatoires, la localisation principale du problème et l'atteinte va très souvent être d'origine médulaire. D'accord? En général, pour entraîner un animal qui n'est pas ambulatoire, c'est vraiment principalement des atteintes médulaires, moins probablement des atteintes périphériques, donc une atteinte du système neuromusculaire, et beaucoup moins probablement des atteintes encéphaliques. Donc on va principalement détailler les affections médulaires qui peuvent entraîner des animaux non ambulatoires. On parlera assez rapidement du coup de l'examen neurologique sur des animaux qui ont une atteinte neuromusculaire, et on parlera aussi rapidement de l'atteinte encéphalique. D'accord? Donc c'est vraiment l'atteinte médulaire qu'il faut garder sur les animaux qui ne sont pas capables de se déplacer, voire qui ont une plégie, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Au niveau de l'évaluation de la démarche, encore une fois, c'est vraiment primordial dans l'examen neurologique. Ça permet d'évaluer d'une part le nombre de membres qui sont affectés, évaluer si on a des mouvements volontaires ou pas, si on a une plégie ou une parésie, et on peut aussi évaluer la présence d'une ataxie ou d'une parésie. Donc c'est vraiment important, même sur ce gros chien, vous voyez, qu'on a du mal à soulever, d'essayer quand même de le faire, parce que vous voyez, sur cet animal, on a l'impression qu'il n'est pas du tout capable de se déplacer. Et quand on arrive à le soulever, à le mettre à peu près en position correcte, on voit qu'il arrive à se déplacer quand même si c'est assez difficile, alors qu'on est sur un sol glissant. Et en plus, ça nous permet d'évaluer que là, il y a vraiment une ataxie postérieure qui est très marquée. D'accord? Donc, important de faire l'effort, même sur des animaux lourds, aidez-vous des propriétaires. C'est vraiment primordial. Ça nous permet aussi sur les petits chiens, là c'est un petit chien qui voulait pas du tout se déplacer quand on le soulevait pas, mais ça nous permet de voir typiquement sur ce petit chien qu'on a une atteinte des 4 membres et plutôt une faiblesse des 4 membres. Ce chien-là, si on le levait pas, en fait, il voulait pas du tout bouger, il bougeait pas du tout les membres. Donc, pareil, même sur des petits chiens ou qui ont l'air très faibles ou qui veulent pas faire l'effort de se déplacer, portez-les et voyez ce qui se passe un peu. Pareil sur ce dernier chien, cette fois-ci c'est un chien où on avait du mal à évaluer s'il y avait des mouvements volontaires ou pas sur les postérieurs. Et donc là, quand on le soulève, on voit clairement qu'il bouge pas du tout les postérieurs volontairement. Donc, toujours, vraiment, c'est super important d'essayer de soulever les animaux, de voir ce qui se passe sur leurs pattes au début de l'examen neurologique. Ensuite, on va évaluer la proprioception. Donc la proprioception, c'est la perception de la position des différentes parties de notre corps dans l'espace sans avoir recours à la vision. A priori, là, vous savez où sont vos pieds sans avoir besoin de les regarder pendant que vous regardez la conférence. Donc ça s'évalue par les placés proprioceptifs et par les sautillements. Je ne vais pas vous détailler exactement comment on fait ça normalement. Vous devez commencer à connaître. La plupart du temps, les placés proprioceptifs, on les fait facilement sur les chiens. On peut faire les sautillements. En général, chez les chats, on fait plutôt les sautillements parce qu'ils n'aiment pas du tout qu'on leur touche la patte et du coup, c'est assez biaisé. D'accord? Chez les gros chiens, des fois aussi, les sautillements peuvent être un peu compliqués s'ils sont trop lourds. La proprioception, c'est une modalité sensitive, neurologique, qui nécessite qu'énormément de parties du système nerveux fonctionnent correctement pour fonctionner correctement. Ce qu'il faut imaginer, hop, je vais vous mettre le petit pointeur, c'est que du coup, il y a des récepteurs au niveau des muscles, avec du coup un neurone sensitif qui remonte jusque dans la moelle épinière en regard de ce muscle-là, donc par exemple sur le niveau du membre pelvien au niveau de l'intumescence lombosacrée, qui va remonter jusque dans le tronc cérébral, donc à l'arrière du cerveau, qui va ensuite à ce niveau-là décusser, c'est-à-dire passer du côté contralatéral et ensuite terminer dans l'encéphale, dans le cortex sensitif. Donc tout ça, c'est pour que l'information que, par exemple, sur le placé proprioceptif, la patte est du mauvais côté, dans le mauvais sens, arrive correctement à l'encéphale. Et ensuite, il faut en plus que cette information elle soit correctement interprétée, qu'elle soit transmise au cortex moteur, qu'on ait une transmission ensuite descendante de l'information jusqu'aux neurones moteurs qui vont du coup faire bouger la patte. Donc il faut que tous ces systèmes-là fonctionnent correctement pour avoir des placés proprioceptifs qui sont corrects. Donc, quand on a une atteinte des placés proprioceptifs, très souvent, on est assez peu précis dans la localisation du problème, mais on sait que c'est un problème d'origine neurologique en général. On va faire quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment, du coup, on localise simplement avec les déficits proprioceptifs. Et vous allez voir que c'est assez peu précis. Et ensuite, on va essayer de préciser ça avec d'autres tests. Donc, par exemple, si on a une atteinte au niveau de l'intumescence lombosacrée, comprenez bien qu'a priori, tout ce chemin
Du coup, pour le passé proprioceptif, au niveau des membres thoraciques, il est conservé, donc on a des déficits proprioceptifs uniquement sur les membres pelviens. C'est la même chose si on est atteinte au niveau de la moelle épinière thoracolombaire, d'accord? Donc du coup, on ne peut pas faire la différence avec simplement les passés proprioceptifs entre une atteinte lombosacrée et une atteinte thoracolombaire. Au niveau d'une atteinte au niveau de l'intumescence cervico-thoracique, cette fois-ci, on voit bien qu'on a une atteinte du coup sur les quatre membres parce qu'on a une interruption du chemin qui mène du coup des membres thoraciques et des membres pelviens jusqu'à l'encéphale. Et on va voir la même chose sur le segment cervical un peu plus crânial sur une atteinte cervicale. Donc on ne peut pas faire la différence entre une atteinte cervicale crâniale et une atteinte de l'intumescence cervico-thoracique avec simplement les placés proprioceptifs. Et donc, pour faire cette différence, on va introduire du coup le concept de motoneurones. Donc, les motoneurones, qu'est-ce que c'est? C'est des neurones moteurs. On a les motoneurones centraux qui ont un corps cellulaire qui est situé juste ici, dans l'encéphale, et qui vont descendre le long de la moelle épinière et qui vont synapser avec un motoneurone périphérique. Les motoneurones centraux, ils sont responsables de l'initiation de la marche et ils ont plutôt une action inhibitrice sur les motoneurones périphériques. Donc, quand ils ne fonctionnent pas, on a un défaut d'inhibition une surstimulation des motoneurones périphériques. Les motoneurones périphériques, quant à eux, ils ont un corps cellulaire qui est situé dans la moelle épinière, juste ici, et ils vont synapser à la jonction neuromusculaire, donc sur le muscle des membres thoraciques ou pelviens. Ils sont responsables, eux, du tonus musculaire. Donc, quand ils stimulent les muscles et ils stimulent les muscles à se contracter. C'est notamment ce qui permet de soutenir le poids du corps contre la gravité. Et ils vont également participer à la génération des réflexes spinaux via les arcs réflexes. Donc ça, c'est un arc réflexe qui est très schématisé, notamment au niveau du membre pelvien. Vous voyez qu'il y a le neurone sensitif qui va remonter jusqu'ici, au niveau de l'intumescence lombosacrée, qui va synapser directement sur le motoneurone périphérique, qui va repartir pour, par exemple, faire le réflexe patellaire ou le réflexe de flexion. Avec ce concept de motoneurone, du coup, on va pouvoir préciser un peu la localisation de l'atteinte. Donc, on va, pour faire ça, évaluer le tonus musculaire. Si on a un tonus augmenté, on a a priori, du coup, une spasticité. Donc, on va parler de parésie ou de plégie spastique. Et dans ce cas-là, je vous ai dit que c'est plutôt une atteinte de type motoneurone central parce qu'on a un défaut d'inhibition sur les motoneurones périphériques, du coup, on a une augmentation du tonus musculaire. Par contre, il y a un tonus qui est plutôt diminué, on va avoir du coup une flaccidité, donc on va parler de parésie ou de plégie flasque, et dans ce cas-là, on a plutôt une atteinte de type motoneurone périphérique parce qu'on a un défaut de stimulation des muscles, et donc quelque chose de plutôt flasque. On va également évaluer les réflexes spinaux. Alors, il y a 4 tests qui sont plutôt à privilégier parce que c'est des choses qui sont facilement répétables euh, et qui sont faciles à mettre en place. Donc, premièrement, le réflexe patellaire, du coup, sur les membres pelviens, qui teste l'intumescence lombosacrée et le nerf fémoral. Le réflexe de retrait qui, sur les membres pelviens, va tester, du coup, le nerf sciatique et l'intumescence lombosacrée, encore une fois. Sur les membres thoraciques, il va tester beaucoup plus de nerfs et l'intumescence cervico-thoracique, le réflexe périnéal et le réflexe cutané du tronc. Tout ça va nous permettre d'évaluer les intumescences et les motoneurones périphériques de certains nerfs. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va diviser la moelle épinière en 4 segments médulaires, d'accord, en fonction de la présence ou non de motoneurones centraux et de motoneurones périphériques. Le premier segment, ça va être le segment cervical C1, C5. Dans ce segment-là, vous voyez qu'on a que des motoneurones centraux qui vont innerver du coup les motoneurones périphériques des membres thoraciques et les motoneurones périphériques des membres pelviens. Le deuxième segment, c'est 6T2. Cette fois-ci, on a les motoneurones centraux qui vont sur les membres pelviens et également les motoneurones périphériques qui vont sur les membres thoraciques. T3L3 ou thoracolombaire, cette fois-ci, on n'a plus rien de ce qui se passe au niveau des membres thoraciques. On n'a que les motoneurones centraux qui vont jouer sur les membres pelviens. Et au niveau de l'intumescence lombosacrée, donc L4S1, on n'a que les motoneurones périphériques qui vont sur les membres pelviens. Et donc, avec les déficits proprioceptifs et avec les réflexes spinaux et le tonus, on va pouvoir du coup préciser l'atteinte. Et donc, on va revoir en fonction des différents cas ce que ça donne. Donc, cette fois-ci, sur une atteinte au niveau de l'intumescence lombosacrée. On va avoir du coup une atteinte des motoneurones périphériques sur le membre pelvien. A priori, vous voyez bien qu'on n'a pas du tout d'atteinte au niveau des membres thoraciques. Et donc, on a une parésie ou plégie en fonction de la sévérité de l'atteinte plutôt flasque parce qu'on a une atteinte des motoneurones périphériques. Donc, on a un tonus qui est diminué sur les membres pelviens et des réflexes spinaux aussi, où les l'arc réflexe est touché. Donc, on a les réflexes spinaux qui sont diminués sur les membres pelviens. Cette fois-ci, avant, avec simplement la proprioception, on n'arrivait pas à différencier, mais avec du coup les réflexes, on voit qu'on a une différence parce que au niveau, quand on a une atteinte thoracolombaire, donc T3L3, on a cette fois-ci du coup toujours qu'une atteinte des membres pelviens, parce qu'on ne touche toujours pas les membres thoraciques.
Mais on a une paraparésie, cette fois-ci spastique, parce qu'on a une atteinte des motoneurones centraux, et donc des tonus qui sont augmentés sur les membres pelviens. Et cette fois-ci, vous voyez que l'arc réflexe, il n'est pas du tout atteint. Donc on a des réflexes spinaux qui sont normaux à augmenter sur les membres pelviens. L'intumescence cervico-thoracique, vous comprenez bien que là, du coup, on a une atteinte des 4 membres. Cette fois-ci, du coup, on touche les motoneurones périphériques sur les membres thoraciques et les motoneurones centraux qui vont sur les membres pelviens. Donc, on a une tétraparésie qui va être flasque sur les membres thoraciques parce qu'on touche les motoneurones périphériques et spastique sur les membres pelviens parce qu'on touche les motoneurones centraux. On a des réflexes spinaux qui, du coup, vont être diminués sur le membre thoracique et normaux à augmenter sur le membre pelvien. Et le dernier cas, l'atteinte cervicale, donc C1, C5. Cette fois-ci, on touche les 4 membres, donc tétraparésioplégie, spastique parce qu'on touche que des motoneurones centraux. Et on a des réflexes spinaux qui sont normaux à augmenter parce que vous voyez encore une fois que les arcs réflexes sont pas du tout touchés. Donc ça nous permet de préciser la neurolocalisation. La palpation du rachis, c'est quelque chose qui en général se fait à la fin de l'examen parce que ça peut être douloureux. Ça peut aider à la neurolocalisation parce que si vous avez une myélopathie douloureuse et vous palpez et que ça fait mal à un endroit, a priori, c'est l'endroit où se situe la lésion. Donc ça permet d'aider des fois quand on doute un peu ou qu'on n'est pas tout à fait sûr. Faites ça évidemment avec précaution parce que d'une part, sur les animaux qui ont des fractures, des subluxations vertébrales, des choses qui sont instables, on peut clairement aggraver la clinique. Et faites ça aussi, faites attention parce que des animaux qui ont mal, ils vont se retourner, ils vont essayer de mordre parce que juste ils ont mal. Donc faites attention et c'est pour ça que vous faites en général en fin d'examen parce que l'animal peut être vraiment moins coopératif après. La nociception. Ça, pareil, ça s'évalue en fin d'examen. La nociception, c'est vraiment l'interprétation cognitive d'un stimulus douloureux. Donc, ça veut dire qu'il faut une réaction consciente de l'animal qui montre qu'il sent la douleur. Ça ne sert pas à grand-chose, de manière générale, de le tester sur les animaux qui présentent des mouvements volontaires, d'accord, sur le membre en question. Donc évitez, ça leur fait juste mal et ça vous apporte pas énormément d'informations supplémentaires. Attention, donc, là, un réflexe de retrait, et ça je vais insister, je vais vous préciser ça juste après, je vais vous montrer exactement pourquoi ce n'est pas le cas, mais la présence d'un réflexe de retrait ne veut pas dire que l'animal sent sa patte et sent ce que vous lui faites, et inversement, la présence de nociception ne veut pas dire qu'on a un réflexe de retrait qui est complet. Donc, donc, pour faire du coup la nociception, vous pincez la patte et vous regardez la tête de l'animal pour voir s'il y a une réaction. Là, on voit clairement que l'animal se retourne et est un peu stressé de ce qui se passe. Ça, c'est de la nociception, et ça, il y a une nociception. Pourquoi le réflexe de retrait, c'est pas du tout la même chose que la présence de la nociception? On va imaginer du coup une lésion au niveau thoracolombaire. Donc, quand on pince le membre pelvien, ce qui va se passer, c'est que du coup, l'information va remonter le long du neurone sensitive, va remonter le long des fibres nociceptives jusqu'à l'encéphale et va être interprétée comme de la douleur, et ensuite on va avoir une réaction appropriée ou pas forcément appropriée de l'animal qui va se retourner, qui va essayer de mordre, qui va aboyer, qui va geindre, qui va faire toutes ces choses-là. Donc si une lésion thoracolombaire assez sévère, des fois, ce chemin-là, il peut clairement être interrompu, et donc on peut ne pas avoir de nociception. Par contre, quand on va pincer la patte de l'animal, le neurone sensitif va fonctionner correctement, il va synapser directement sur le motoneurone périphérique, et on peut tout à fait avoir un réflexe de flexion, parce que vous voyez, l'arc réflexe n'est pas du tout atteint. Donc c'est vraiment pas la même chose, et c'est important pour évaluer la nociception de juste regarder la tête de l'animal. Vous ne fiez pas du tout à ce qui se passe à l'arrière, regardez seulement la tête de l'animal et sa réaction. Les différents pièges à reconnaître qui vont un peu vous induire en erreur sur la neurolocalisation, qui sont pas si fréquents que ça, mais qui arrivent quand même dans les cas de lésions aiguës. Donc c'est très souvent, enfin en tout cas ces deux choses-là arrivent sur des lésions qui sont thoracolombaires, qui sont transverses, donc qui touchent l'intégralité de la moelle et qui sont suraiguës. Donc, très souvent, ça va être par exemple des fractures des subluxations vertébrales traumatiques, ça peut être des hernies discales qui arrivent de manière suraiguë. La première posture, ça va être ce qu'on appelle la posture de Schiff-Sherrington. Donc ça va être typiquement le chien que vous avez sur l'image. C'est des animaux qui ont donc une lésion thoracolombaire et qui ont aussi une hyperextension des membres thoraciques, notamment quand ils sont couchés. Mais qui pour autant n'ont pas d'atteinte de la proprioception des membres thoraciques parce que la lésion est située juste ici, d'accord? Donc pour faire la différence entre du coup un Schiff-Sherrington qui mimerait un peu une atteinte cervicale avec une hyperextension des membres thoraciques et du coup quelque chose de MLC sur le membre thoracique et une lésion thoracolombaire avec un Schiff-Sherrington, il faut essayer de les faire marcher parce qu'il n'y a pas d'atteinte de la proprioception sur les membres thoraciques. Donc ces animaux-là, quand vous arrivez à les mettre debout, ils marchent correctement sur les antérieurs et ils n'ont pas de souci pour marcher sur les antérieurs. Vous pouvez aussi essayer de voir où est située la dorsalgie, parce que si un animal a très très mal au milieu du dos, a priori, il y a peu de chances qu'il ait aussi une lésion cervicale s'il n'a pas du tout mal au cou, d'accord? Mais vraiment, faites les marchés, testez la proprioception, c'est le plus simple pour les postures de Schiff-Sherrington.
Pour le choc spinal, cette fois-ci, donc ça arrive dans le même contexte, c'est-à-dire une lésion thoracolombaire transverse suraiguë. Cette fois-ci, on va avoir des membres pelviens qui sont flasques et une absence de réflexes spinaux, alors que dans une lésion thoracolombaire, on devrait plutôt avoir des membres pelviens qui sont spastiques, d'accord? Donc le choc spinal, ça mime une lésion lombosacrée, alors que pour autant, la lésion est bien située en thoracolombaire. Pour faire la différence du coup entre un animal qui a une lésion en thoracolombaire avec un choc spinal et un animal qui a une lésion lombosacrée, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'une part tester le réflexe cutané du tronc, voir où il s'arrête plutôt en région thoracolombaire, et aussi tester la douleur. Encore une fois, sur un animal où vous doutez entre ces deux neurolocalisations-là, si l'animal hurle de douleur quand vous lui palpez la jonction thoracolombaire, c'est beaucoup plus probable qu'il ait du coup une lésion thoracolombaire. Ces deux lésions-là, enfin ces deux, on va dire, phénomènes-là n'ont pas de valeur pronostique euh, pour les affections suraiguës. Les autres localisations dont je vous ai parlé, donc il y avait aussi les atteintes neuromusculaires et les atteintes encéphaliques. Je vous en parlais assez rapidement parce qu'en général, en urgence, a priori, vous aurez très peu de cas. Les affections neuromusculaires, du coup, c'est les atteintes qui font des atteintes MNP, on va dire diffuses potentiellement sur les 4 membres. Et donc, ça va entraîner des incapacités à supporter le poids du corps, des tonus qui vont être très diminués sur les membres atteints, une diminution des réflexes spinaux dans la grande majeure partie des cas, et potentiellement, si la lésion évolue depuis un peu de temps, aussi une amyotrophie. On peut avoir, si ça atteint les nerfs crâniens, des modifications de la voix, des régurgitations, un stridor respiratoire et des fois aussi une parésie faciale, ce genre de choses. Donc par exemple, pour le petit chien qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez bien que c'est un chien qui a une atteinte neuromusculaire des 4 membres, il est très faible sur ses 4 membres, il n'arrive pas du tout en fait à pousser sur ses antérieurs et sur ses postérieurs, et il est tellement faible qu'il a du mal aussi à soutenir sa tête complètement. Et donc c'est pour ça qu'il fait un peu du planté de tête de temps en temps. Là, typiquement, vous avez aussi un autre chien qui a une atteinte neuromusculaire. Vous voyez bien que le chien est parfaitement vigilant, parfaitement alerte, qui sait exactement comment placer ses pattes, c'est-à-dire qu'il sait où sont ses pattes et il sait comment les placer pour pousser de la manière la plus efficace, c'est-à-dire près de son corps, en contractant le plus possible, mais il n'arrive pas du tout à avoir assez de force pour appuyer sur ses pattes et se soulever. D'accord? Donc ça, c'est assez typique d'une atteinte neuromusculaire. Les atteintes encéphaliques, c'est beaucoup moins courant que ça donne lieu à une plégie, mais ça peut des fois donner lieu quand même à un état qui est non ambulatoire, notamment quand on a des animaux qui sont soit en posture de décérébration ou en posture de décérébellation, comme ici avec une extension d'un pistotonos, une extension des membres antérieurs et une flexion des membres postérieurs. Donc ça, évidemment, cet animal, dans cet état-là, il n'est pas capable de se déplacer. Sur des syndromes vestibulaires, on peut également avoir des animaux qui sont pas capables de se déplacer, quand ils ont une ataxie vestibulaire assez marquée pour qu'ils aient des troubles de l'équilibre sévère et qu'ils n'arrivent pas à se mettre debout. Des fois, on a même des animaux qui font des tonneaux un peu en boule, hein, qui tournent vraiment en continu. Bon, note à part, ça peut mimer des crises convulsives, donc faites aussi attention là-dessus. Mais en général, effectivement, les syndromes vestibulaires, ça peut rendre les animaux non ambulatoires. Et évidemment, sur les animaux qui sont stuporeux ou dans le coma, bah, ils vont pas être capables de se déplacer. Mais très souvent, sur les atteintes encéphaliques, a priori, vous aurez d'autres choses qui vous indiqueront qu'il y a une atteinte encéphalique, notamment une altération de la vigilance ou du comportement, des crises convulsives, des atteintes des nerfs crâniens. D'accord? Donc, tout ça, ça vous orientera vers l'atteinte encéphalique. Il n'y aura pas seulement, juste comme c'est clinique, un animal qui n'arrive pas à se déplacer, mais qui en dehors de ça va bien. Et les atteintes encéphaliques, ça occasionne très rarement une paralysie complète des membres, c'est-à-dire que même sur les animaux qui sont stuporeux, a priori, quand vous les stimulez assez, ils vont bouger un petit peu les pattes de manière volontaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement rare, en tout cas comme motif de consultation, que vous ayez l'animal paralysé, que ce soit une atteinte encéphalique. Pour votre diagnostic différentiel, on va parler du coup du plus courant, c'est-à-dire le diagnostic différentiel sur les atteintes médulaires. Le plus simple pour organiser un peu ces hypothèses, et en tout cas, pour éviter d'en oublier, c'est de reprendre le vitamine D, pour oublier aucune hypothèse, et ensuite de hiérarchiser en fonction de l'évolution clinique, en fonction de l'âge de l'animal, de son ciment, de toutes ces choses-là. Euh, pour ce qui est du vasculaire, du coup, vous allez avoir les embolies fibrocartilagineuses, les myopathies ischémiques le plus souvent, les hémorragies, c'est un peu moins probable. Les maladies inflammatoires, vous pouvez avoir des méningomyélites, des fois en urgence, des discospondylites ou des empyèmes. Les traumatismes, ça va représenter une des grosses causes en urgence, donc notamment les fractures et luxations vertébrales, les hernies discales traumatiques, et de manière un peu moins courante, l'extrusion d'une molécule peu hydratée, ça peut arriver, mais c'est quand même un peu moins probable. Les anomalies congénitales, c'est rare que vous en ayez, mais on peut quand même avoir sur notamment des petits chihuahuas, des petites races, quand il y a une instabilité ou une luxation atlanto-axiale, un animal paralysé qui arrive brutalement en urgence, ça arrive aussi. Métabolique et idiopathique, il n'y a pas de maladies qui sont associées au niveau des atteintes médulaires, donc ça, ne les prenez pas en compte. Sur les affections néoplasiques, ça peut arriver en urgence de manière brutale, pareil sur des fractures pathologiques. Et après, en général, c'est un peu plus chronique sur les tumeurs médulaires ou paramédulaires. Ça se dégrade rarement brutalement, mais ça peut aussi.
Et sur les atteintes dégénératives, la première cause, je pense, d'animal paralysé en urgence, ça va être l'hernie discale extrusive. Les hernies discales protrusives, j'en parlais juste après, mais c'est beaucoup plus chronique. Normalement, il y a peu de chances que vous l'ayez. Et les myélopathies dégénératives, si vous en avez, c'est qu'a priori, les propriétaires se sont vraiment mal orientés. Donc, ça va être vraiment ce que je vous ai mis en rouge, c'est les pathologies principales, on va dire, de l'animal paralysé qui a une atteinte médulaire. Je vais détailler un peu ces affections-là rapidement pour vous donner une idée un peu du signalement, du mode d'apparition et toutes ces choses-là. Donc, pour les hernies discales extrusives et protrusives, on va commencer par parler de la hernie discale extrusive. C'est lié à une dégénérescence du noyau pulpeux, du disque intervertébral, qui va petit à petit perdre son rôle en fait de coussin entre les vertèbres et devenir de plus en plus dur. Et ce qui se passe lors d'un faux mouvement ou par exemple, l'animal monte les escaliers, c'est que du coup, ce noyau qui est devenu dur, et ben, en fait, il va sortir brutalement et il va venir d'une part entraîner un choc sur la moelle épinière, donc une contusion sur la moelle épinière, et il va venir comprimer la moelle épinière. Très souvent, ça arrive chez les races chondrodystrophiques parce que le gène de la chondrodystrophie entraîne une dégénération précoce du noyau pulpeux. Plutôt les jeunes adultes, très souvent, c'est des animaux qui ont entre 2 à 4 ans. Ça peut arriver chez des races vraiment prédisposées et ça peut aller jusqu'à des animaux assez vieux qui peuvent être seniors. L'apparition, elle est aiguë à subaiguë. L'histoire un peu classique, ça va être, par exemple, un bulldog de 2-3 ans qui, hier, était moins en forme, voulait un peu moins bouger et qui, le soir, arrive paralysé. Ça va être quelque chose d'assez classique, une évolution sur 24 heures en général. Et la douleur, elle est assez marquée parce que ça fait une compression médulaire, ça fait des atteintes ménagères, donc ça fait extrêmement mal. La hernie discale protrusive ou Hansen 2, cette fois-ci, c'est pas le même type de dégénérescence, c'est une dégénérescence fibroïde. Et en fait, progressivement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une hypertrophie de l'anneau fibreux et un déplacement du noyau pulpeux qui vont venir progressivement comprimer la moelle épinière. En général, c'est une apparition qui est très chronique au vu de la pathophysiologie. Et étant donné que c'est très chronique, les tissus alentours ont le temps de s'adapter, donc on a souvent une douleur qui est discrète ou absente. Ça touche plutôt les races non chondrodystrophiques, donc typiquement des bergers allemands, des choses comme ça. Et pareil, comme c'est quelque chose de chronique et dégénératif, ça arrive plutôt chez les animaux vieux, donc plus de 7 ans. D'accord? Donc normalement, vous allez avoir peu de cas d'hernie discale protrusive en urgence. Ce sera beaucoup plus souvent d'hernie discale extrusive sur des choses aiguës, mais ça peut arriver quand même. Pour l'embolie fibrocartilagineuse et la hernie discale traumatique, c'est deux choses qu'on a groupées parce que c'est des affections qui se ressemblent énormément, tant d'un point de vue clinique que diagnostic à l'imagerie, et puis aussi en point de vue de traitement. Donc on va parler un peu de manière groupée. Au niveau de la pathophysiologie, l'embolie fibrocartilagineuse, du coup, c'est un morceau de disque qui se retrouve dans la vascularisation médulaire. On ne sait pas exactement comment, mais qui se retrouve dans la vascularisation médulaire et du coup qui la bloque et qui crée un AVC de la moelle épinière. Et la hernie traumatique, c'est cette fois-ci un morceau de disque qui passe pas par la vascularisation, mais qui va sortir très vite en fait du noyau pulpeux, qui va déchirer l'anneau fibreux et qui va du coup aller taper la moelle épinière et entraîner une contusion médulaire. C'est un petit morceau de disque, en général, ça n'entraîne pas de compression marquée de la moelle épinière ou de compression, ça entraîne simplement un gros bleu de la moelle épinière. Donc, vous comprenez qu'au niveau du mode d'apparition, ça va être quelque chose qui va être suraigu dans les deux cas. Très classiquement, ça va être des animaux qui sont en train de jouer, qui sont en train de faire potentiellement des mouvements brusques et qui vont d'un coup hurler et se retrouver paralysés. Même des animaux qui peuvent sauter, hurler en vol et retomber paralysés, ça arrive assez souvent. La douleur pour l'embolie fibrocartilagineuse, en général, elle est absente au bout de 24 à 48 heures. En urgence, du coup, vous pouvez quand même avoir des animaux douloureux parce que les propriétaires vont finir assez rapidement. Sur les hernies traumatiques, elle peut persister un peu plus longtemps. L'âge, en général, il est assez indifférent. Les races, ça va plutôt être des races non chondrodystrophiques et moyennes à grandes, donc typiquement des bergers australiens, encore une fois, des bergements, ce genre de race-là. Et c'est souvent, encore une fois, dans le contexte d'un exercice intense. Chez le chat et chez le chien, ça peut aussi être lié à un trauma, les hernies traumatiques, comme l'on l'indique. Et ça fait des signes qui sont très souvent asymétriques parce que vous comprenez bien qu'au niveau de la pathophysiologie, ça fait quelque chose d'asymétrique sur une embolie et sur quelque chose qui a fait une contusion. Si ça part un peu sur le côté, ça peut tout à fait taper un seul côté de la moelle. Donc, l'examen neurologique classique, ça va être une myopathie thoracolombaire latéralisée sur ces choses-là.
La méningomyélite, donc, comme son nom l'indique, c'est une inflammation des méninges et de la moelle épinière. Chez les chiens, elle est très, 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 très souvent dysimmunitaire, beaucoup moins probablement infectieuse. Ça va toucher plutôt les races de petite taille, donc les bulldogs français, les bichons maltais, les cotons tulas, les yorks, les chihuahuas. Ça touche plutôt les jeunes adultes, donc entre, on va dire, 2 à 4 ans à peu près. L'apparition elle est plus lente que sur une hernie discale. Ça va être des animaux qui se dégradent en quelques jours à quelques semaines, avec une évolution qui est progressive vers la dégradation tant qu'il n'y a pas de traitement approprié. Des animaux qui sont en général douloureux, comme ça, c'est quelque chose qui fait assez mal, et ça s'accompagne d'abattements et d'anorexie, principalement liés à la douleur. Il y a rarement de la fièvre sur les méningomyélites, sauf dans des cas un peu particuliers. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de fièvre que vous pouvez exclure une atteinte inflammatoire du système nerveux central euh, pour ces choses-là. La fracture et luxation vertébrale, cette fois-ci, bon, souvent le contexte est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus facile d'avoir cette suspicion parce qu'il y a un contexte de traumatisme, c'est des chats qui rentrent de dehors en n'arrivant plus à bouger les pattes, c'est des AVP qui ont été vus chez le chien, c'est suite à des fugues, potentiellement une attaque par un congénère, des petits chiens qui ont été très secoués ou des coups violents. Ça fait en général extrêmement mal et il faut essayer de limiter au maximum les manipulations. Ça, je vais vous le repréciser, mais sur les animaux où vous suspectez une fracture ou une luxation vertébrale, il faut vraiment éviter de les déplacer, éviter de faire trop d'examens si on n'en a pas besoin. Et enfin, les tumeurs, donc ça, plutôt les chiens seigneurs, évidemment, avec une apparition qui est insidieuse. Souvent, les propriétaires se rendent pas bien compte des signes cliniques, en tout cas avant que vous leur ayez redemandé, c'est-à-dire que ils arrivent une fois que l'animal s'est vraiment dégradé de manière aiguë ou suraiguë, parce que par exemple, on a une fracture pathologique, on a une hémorragie, on a eu une atteinte vasculaire de la moelle en regard, parce que la tumeur comprime la vascularisation. Et c'est de toute façon une évolution progressive, mais souvent les propriétaires, quand vous allez leur poser la question, vont vous dire oui, effectivement, ça fait 2 3 mois que le chien a moins envie de sauter, que le chien a moins envie de se balader. Euh, et avant que vous leur ayez posé la question, ou si vous leur posez pas la question, vous n'aurez pas ces informations-là. Les tumeurs, elles peuvent être donc d'origine, en général vertébrale, mais ça peut être un peu tout n'importe quoi qui vient ensuite comprimer la moelle épinière, donc médulaire, méningée. On peut même avoir des nerfs périphériques et des tumeurs qui viennent rentrer dans le canal vertébral et comprimer la moelle épinière. On peut avoir des tumeurs des muscles qui s'infiltrent, des tumeurs de la graisse épidurale. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent entrer ce genre de choses-là. La douleur, elle est variable, mais sur les tumeurs vertébrales, on sait que chez l'homme, ça fait extrêmement mal. Donc ça fait en général mal en tout cas. Et puis si en plus on a une fracture pathologique, c'est des choses qui font plutôt mal. Comment vous allez prendre en charge un chien paralysé? Votre rôle, c'est d'une part d'établir un grade de paralysie pour avoir un pronostic à donner au propriétaire. Ça, je vais vous expliquer juste après comment on établit un grade de paralysie. De gérer l'urgence. Très souvent, ça va être simplement de gérer la douleur jusqu'à pouvoir avoir un examen complémentaire le lendemain et choisir les bons examens complémentaires. D'une part, à deviser au propriétaire et puis pour proposer, on va dire, la meilleure prise en charge possible. Donc, comment est-ce qu'on établit un grade de paralysie? Alors, c'est quelque chose qui va être très, très, très résumé et simplifié pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et pour que ce soit plus simple parce que sinon ça peut être un peu compliqué. Donc, on utilise l'échelle modifiée de Frankel et ce qu'on va se dire, pour simplifier un petit peu, c'est que en fait, les voies proprioceptives sont situées à l'extérieur de la substance blanche de la moelle épinière, les voies motrices un peu plus vers l'intérieur et les voies nociceptives encore plus vers l'intérieur. Et donc, plus on augmente la sévérité de la compression ou de la lésion, plus on a une atteinte qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, sur cette échelle, on va grader du coup sur 5. Le grade 1, on va avoir simplement de la douleur parce qu'on n'a pas d'atteinte du coup de la moelle, enfin, on n'a pas de compression de la moelle épinière, par exemple. Le grade 2, on va avoir une ataxie, une parésie parce qu'on a une atteinte des voies motrices et des voies nociceptives, mais avec une ambulation, donc une atteinte peu sévère. Grade 3, on va avoir un animal qui est cette fois-ci non ambulatoire, parce qu'on a une atteinte un peu plus marquée des voies motrices et proprioceptives. Grade 4, on va avoir une plégie, c'est-à-dire qu'on a une atteinte complète des voies proprioceptives et des voies motrices, mais on a une conservation de la nociception, donc pas encore d'atteinte nociceptive. Et le stade 5, le plus grave, on a une plégie et une perte de nociception, donc une atteinte complète de ces trois voies. D'accord? C'est très simplifié, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est pour que vous ayez bien en tête comment grader. Au niveau de la gestion dans l'urgence, donc pour les animaux que vous gardez hospitalisés, je vous ai dit la principale chose à faire sur la nuit, ça va être de gérer la douleur. Donc en général avec de la morphine, mais si jamais est très douloureux, vous pouvez rajouter du fentanyl. Si jamais pas si douloureux, ça vous pouvez mettre tout simplement de la buprenorphine ou des fois commencer la gabapentine s'ils sont quasiment pas douloureux. Ça va voir aussi en fonction des protocoles analgésiques de chacun de vos CHV.
On n'administre pas d'anti-inflammatoire si les propriétaires ont prévu un examen complémentaire ou si c'est prévu de faire un examen complémentaire le lendemain. Parce que les INS, ça va nous embêter pour mettre en place des corticoïdes si on en a besoin sur les atteintes des immunitaires. Et les corticoïdes, ça va nous embêter parce que ça va biaiser potentiellement les résultats d'examen complémentaire. Donc, de manière générale, pas d'anti-inflammatoire la nuit. Les deux cas particuliers, ça va être donc le cas de l'animal polytraumatisé. Donc ça, pour le coup, il faut gérer, avant de gérer, on va dire, le problème neurologique, il faut gérer tout le reste. Donc vérifier que l'animal respire bien, qu'il n'y a pas de problème cardiovasculaire, faire une aphase, faire des radiographies du thorax pour vérifier qu'on n'a pas de pneumothorax, qu'on n'a pas de contusion pulmonaire. Sur les animaux polytraumatisés, les radiographies du rachis, alors pareil à voir avec votre équipe de neurologie, mais en général, elles sont assez peu utiles parce qu'on détecte que 30% des fractures sur les radiographies. Donc, elles peuvent être intéressantes sur les atteintes les plus graves, notamment les stades 5, du coup, qui ont perdu leur nociception, parce que, du coup, on a peut-être plus de chances de voir une fracture à la radio, mais c'est même pas sûr que ce soit forcément indiqué, parce qu'en plus, il faut éviter de les manipuler. Pour les radiographies, vous avez besoin de les mettre un peu sur le profil ou sur la face, donc ça va être compliqué. Donc, clairement, c'est pas forcément l'examen de choix à faire. Il vaut peut-être mieux attendre le lendemain de faire un scanner, et comme ça, on manipule un peu moins l'animal, et en plus, on a des meilleures images. Toujours faire attention sur les manipulations, même quand vous faites vos radiographies du thorax, à voir, ne pas le mettre sur le dos, l'animal, et puis plutôt le laisser sur le ventre pour faire les radiographies du thorax de face. Et on essaie de les maintenir le plus immobile possible. Alors sur les animaux qui ont très mal, en général, ils n'ont pas très envie de bouger, mais il y a des chats, quand ils ont extrêmement mal, qui essayent de bouger le plus possible, ou des animaux qui sont un peu excités parce qu'ils sentent plus leurs pattes et qu'en fait, ils sentent plus grand-chose. Dans ce cas-là, il faut pas hésiter à les sédater pour éviter qu'ils bougent. Et cas particulier qui va dépendre de vos CHV et de votre équipe de neurologie ou de chirurgie, c'est les cas de suspicion de hernie discale stade 4 ou 5. Nous, ici à Meaux, on choisit de ne pas les opérer la nuit, mais je sais qu'il y a potentiellement certains CHV qui les opèrent la nuit et du coup qui ont une astreinte de neurologie ou de chirurgie pour les opérer. Dans ce cas-là, à voir un petit peu si vous faites les examens complémentaires en urgence ou pas, et dans la nuit, si vous faites l'intervention, ça c'est à rediscuter avec vos équipes. Pour les animaux, vous allez rendre à la maison. Toujours pareil, en l'absence de diagnostic, de toute façon, la gestion de la douleur, ça va être le traitement principal. Donc, cette fois-ci, vous pouvez mettre des INS, et puis après, les traitements analgésiques à la maison, ou du tramadol, de la gabapentin. On évite quand même les corticoïdes parce que potentiellement, si les propriétaires décident de revenir un jour pour les examens complémentaires, pareil, on va être embêté, notamment pour la ponction liquide céphalorachidine. En l'absence de diagnostic, évidemment, on va préférer un repos strict pour éviter de dégrader une potentielle fracture ou luxation vertébrale, pour éviter de dégrader une hernie discale. Et on peut rajouter à ça de la mécanothérapie douce si vous avez des fiches explicatives toujours bien données aux propriétaires pour qu'ils puissent remettre ça en place. On prévoit évidemment un contrôle le plus rapide possible avec les neurologues. Après, si les propriétaires ne souhaitent pas, vous faites ce que vous pouvez, hein, mais c'est quand même important d'essayer de grader ça, de voir un peu ce que vous pouvez faire. Et surtout, extrêmement important de prévenir les propriétaires du risque de dégradation. Vous allez voir après, mais sur les pronostics, quand ça se dégrade sur les pronostics de récupération, on peut perdre vraiment beaucoup de chances de récupération fonctionnelle. Donc, sur hernie discale, ça peut se dégrader brutalement. On peut avoir un animal qui perd sa nociception, qui est complètement paralysé. Sur les méningomyélites, sans traitement approprié, donc sans corticoïdes à dose immunosuppressive, ça ne va pas aller dans le bon sens, ça va se dégrader. Et pareil, sur les fractures luxation vertébrale, sans repos strict, ça peut aussi se dégrader. On peut vraiment perdre énormément de chances de récupération fonctionnelle. Donc, vraiment, insister là-dessus. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas hospitaliser et il faut leur dire que vous comprenez, mais insister sur le fait que ça peut se dégrader et ça peut ne pas aller dans le bon sens du tout. Au niveau du choix des examens complémentaires. Pour la radiographie, je vous ai dit, elle est assez peu intéressante même pour les traumatismes au niveau du rachis. Donc, dans le cadre de traumatisme, ce qui est le plus intéressant pour le coup, c'est de faire des radios de thorax parce que dans 15 à 30% des traumatismes vertébraux, on a des traumatismes thoraciques avec potentiellement des hernies, des contusions pulmonaires, des pneumothorax. Donc, important de vérifier quand même qu'on n'a pas d'atteinte au niveau thoracique ou pulmonaire. Je vous dis, le rachis, bon, c'est un peu moins intéressant, mais quand vous faites la radiographie de thorax, prenez aussi le rachis thoracique, forcément. Au moins, si vous voyez quelque chose, vous pourrez dire qu'il y a quelque chose et localiser la lésion. Pour les animaux, vous suspectez une tumeur, donc typiquement les animaux qui sont vieux, qui ont des signes progressifs depuis un petit bout de temps, qui sont douloureux à la palpation et qui ont des signes neurologiques. La radiographie de rachis sur les animaux qui peuvent pas, enfin sur les propriétaires qui peuvent pas forcément envisager des examens d'imagerie en couple, elle peut être quand même intéressante parce que c'est les tumeurs vertébrales notamment, vous allez pouvoir potentiellement les voir à la radiographie et au moins avoir ce diagnostic sans avoir d'examen d'imagerie en couple. Alors vous ne pourrez pas forcément préciser exactement quel type et toutes ces choses-là, mais pour avoir une première idée de ce qui se passe et annoncer un pronostic au propriétaire. Les radiographies de thorax, elles peuvent être aussi intéressantes pour voir si on n'a pas des métastases pulmonaires. Il y a peu de tumeurs du système nerveux central qui métastasent au niveau des poumons, mais par contre, les tumeurs vertébrales, les métastases
problème au poumon, donc ça peut être intéressant dans ce contexte-là, sur ces choses-là. Pour les l'examen d'imagerie en couple, donc on va avoir l'IRM ou le scanner. Pour les structures qui disposent uniquement d'un scanner, bon, clairement, la question se pose pas trop, c'est un scanner. Pour les structures qui disposent d'une IRM au champ, nous on a tendance à privilégier l'IRM au champ pour toutes les myélopathies, sauf cas un peu particulier pour les cas de traumatisme avéré. Donc typiquement, quand on a vu l'animal se faire percuter ou qu'on sait que c'est un traumatisme, le scanner peut être plus intéressant parce qu'il a une meilleure résolution osseuse. Et donc pour planifier l'intervention chirurgicale, ça va être meilleur, d'accord? Donc ça, c'est un peu l'exception, mais sinon, on fait l'IRM dans tous les cas. Et après, pour les structures qui ont une IRM bâchant et un scanner, ça, il faut voir un petit peu avec votre équipe de neurologie ce qu'ils souhaitent faire. Nous, on avait tendance à dire que pour les suspicions de compression médulaire, on préfère quand même plutôt le scanner et la myéliographie, et pour les suspicions de lésions intramédulaires, plutôt l'IRM. Après, c'est adapté en fonction de votre équipe d'imagerie et de neurologie, ce que eux, avec quoi ils sont plus à l'aise et ce qu'ils préfèrent faire. Parce que ça dépend aussi un petit peu. Dans le cadre général, si vous avez un doute, je pense que de toute façon, l'IRM doit être plus cher que le scanner sur les devis. Donc, devisez l'IRM et ensuite dites que ce sera sûrement révélé par le neurologue le lendemain. Ça, c'est aussi faisable, c'est aussi entendable. D'accord? Enfin, la ponction de liquide céphalorachidien, donc c'est le liquide qui entoure la moelle épinière et l'encéphale. Ça se fait après les examens d'imagerie, donc l'IRM ou le scanner pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça peut se faire soit par voie haute, donc comme vous voyez sur la photo juste à l'arrière, de la nuque, soit au niveau basse, donc au niveau juste avant la jonction lombo-sacrée. Ça va être utile dans les cas de méningomyélite, très principalement, soit pour les confirmer, soit des fois pour les exclure, parce qu'on trouve pas de lésions évidentes ou qu'on a un doute avec d'autres types de lésions. Et ça peut être et, intéressant dans certains cas de tumeurs intramédulaires ou méningées. Ça, souvent, c'est compliqué d'avoir une suspicion franche, en tout cas en urgence, de méningomyélite. Après, si vous avez clairement un petit coton de 3 ans qui a des troubles neurologiques progressifs sur la moelle épinière, on va clairement deviser là. Parlez-en quand même au propriétaire la nuit, parce que bah, c'est possible qu'on en fasse une, parce qu'on en a besoin après, et donc c'est toujours plus facile de revenir vers le propriétaire une fois, s'il a déjà été mis au courant une première fois de la ponction liquide céphalorachidien, et après certaines équipes vont peut-être vous demander de la deviser à chaque fois. Ça varie en fonction des CHV, donc pareil, demandez à votre équipe de neurologie ce qu'ils préfèrent ou votre équipe d'imagerie en fonction de qui fait la ponction. Au niveau du pronostic des myélopathies. Euh, Très souvent, le pronostic il dépend du grade neurologique et surtout de la présence ou pas de nociception. Donc, c'est vraiment très important de tester quand même la nociception sur un animal paralysé. Pour le cas des hernies discales, alors attention, extrusives et thoracolombaires. Donc c'est quelque chose de bien précis quand même. Vous pouvez voir que le pronostic jusqu'au stade 4, il est meilleur d'une part sur le traitement chirurgical que le traitement médical, mais il reste très bon dans les deux cas. 93%, c'est quand même excellent sur un traitement chirurgical, et même sur le traitement médical, on reste jusqu'à 60%. Donc c'est pas catastrophique. Si les gens peuvent pas du tout engager de frais, bon, bah, clairement le traitement médical, c'est pas zéro chance non plus. Ce qu'il faut noter, c'est vraiment entre un animal qui est paralysé avec de la nociception et qui n'en a plus, on perd beaucoup de chance pour le traitement chirurgical. Donc c'est pour ça que c'est important de prévenir les propriétaires du risque de dégradation et de la perte de chance pour le traitement. L'autre chose importante aussi à noter, c'est que oui, on perd énormément de chance, on a peu de chances que ça récupère sur le traitement médical sur les stades 5, mais c'est clairement pas zéro, c'est un chien sur 5 qui s'en sort. Donc même sur des propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'intervention chirurgicale sur des animaux qui sont stade 5, mais qui sont motivés, ça vaut le coup d'essayer de tester effectivement 2 mois de traitement conservateur avec de la physiothérapie, de la gestion de la douleur adéquate. Après, évidemment, sur des propriétaires qui vous disent que ce sera impossible à gérer, qui ont 4 enfants en bas âge, qui sont surbookés, qui ne pourront pas gérer un animal paralysé, qui a un continent urinaire et fécal, la fin de vie s'entend aussi, d'accord? Mais proposez toujours le traitement médical parce que bah, il y a un chien sur 5 qui s'en sort, ce qui est vraiment pas négligeable. Pour les hernies discales extrusives cervicales, pour le coup, le traitement chirurgical va toujours être plutôt bon à 90% de succès sur les stades 1 à 4. Par contre, plus de chances de déficit résiduel sont possibles sur les stades les plus élevés. Et ce qui est surtout à prendre en compte, c'est que sur les stades 1 à 2, donc des animaux qui sont simplement douloureux au niveau du cou ou qui commencent simplement à avoir des déficits proprioceptifs, on n'est qu'à 50% de succès. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour contrôler correctement cette pathologie et pour contrôler correctement les signes de douleur, des choses comme ça. On a assez peu de données sur les stades supérieurs parce que, en général, on n'aime pas laisser les hernies discales cervicales traîner trop longtemps si elles sont trop graves. Au niveau des embolies fibrocartilagineuses, là, clairement, c'est la présence ou l'absence de nociception qui va énormément jouer sur le pronostic. C'est-à-dire qu'on a un pronostic
au niveau du stade 4 et avant, qui est plutôt bon. Stade 4, on a 64% de récupération avec un traitement médical. Stade 5, on passe à 8%. Donc clairement, là, le pronostic, il est beaucoup moins bon. C'est des affections qui arrivent plutôt chez les animaux qui sont grands et qui peuvent du coup être lourds, où la physiothérapie est compliquée. Donc ça, clairement, sur un animal qui a une embolie fibrocartilagineuse, le pronostic est vraiment moins bon. Si vous le suspectez, si les gens sont motivés pour faire des examens complémentaires, dites-leur que ça peut être compliqué, mais évidemment, il faut voir ce qui se passe un petit peu, parce que ça se trouve, ça va être une hernie discale. Ceux les propriétaires qui ne souhaitent pas faire des examens complémentaires, et si vous suspectez une embolie fibrocartilagineuse, dites-leur que ça peut vraiment être compliqué. Après, toujours pareil, faites contrôler ça par un neurologue et dites-leur de revenir en consultation, mais ça peut être vraiment compliqué. Les autres facteurs pronostiques, ça va être notamment si l'affection unilatérale, on comprend facilement que ça va mieux aller qu'une affection bilatérale. Ça, c'est un peu controversé, mais la taille de la lésion IRM, plus c'est grand, moins c'est bon pronostic. Et également, l'atteinte d'une intumescence est moins bon pronostic. Pour les fractures et luxations vertébrales, cette fois-ci, c'est encore plus catastrophique quand on passe du stade 4 à 5. Donc, c'est vraiment super important sur ces animaux-là, peut-être même avant de leur faire de la morphine pour gérer la douleur, de savoir s'ils sentent correctement leurs pattes ou pas. Parce que sur des animaux qui sentent pas leur postérieur, typiquement, on aura des animaux sur les stades 5 qui ont quasiment aucune chance de récupération. Donc, c'est vraiment assez catastrophique, alors que le stade 4, on est vraiment bon, on est à 80% de récupération. Donc, c'est vraiment super important de tester la nociception. Les autres facteurs pronostiques, ça va être le degré de dislocation vertébrale, l'atteinte d'une tumescence, et par exemple, les chiens de grande taille ou vieux, d'une part, la physiothérapie va être plus compliquée à mettre en place, et en plus, on aura plus de comorbidité sur les chiens âgés, donc forcément, c'est plus compliqué en termes de pronostic. Sur les fractures de luxation vertébrale, pour les gens qui veulent pas opérer, il faut vraiment leur dire que, a priori, ça va pas aller sur les stades 5. Hein. Il y a des gens qui sont très motivés pour, même sur les stades 5, aller opérer pour stabiliser et garder un animal paralysé, ça s'entend aussi en expliquant bien les complications, mais ça, pour le coup, des animaux où vous voyez une fracture vertébrale à la radio, par exemple, que l'animal est stade 5, il faut pas trop insister sur la physiothérapie parce que ça ne va pas aller. Est-ce que vous avez des questions?